Merci. Donc l'idée, en fait, c'est sur cette table ronde, c'est un peu de conclure cet après-midi autour de l'IA embarquée, et notamment en revenant sur les points clés pour mener un projet d'IA embarquée. Ce que je vous ai donné à l'écran, c'est si vous êtes intéressé par les présentations qu'on a pu vous faire aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous enverra en fait un mail à cette adresse et on vous enverra en fait toutes les présentations. Alors déjà, moi, je voudrais qu'on revienne, parce on a vu quand même pas mal d'exemples, pas mal de solutions. C'est en fait, si moi je suis intéressé par un projet d'IA embarqué, par quoi je dois commencer? Quelles sont les étapes principales du projet? On a vu data scientist ou pas. Enfin voilà, quelles sont les étapes clés? Je sais pas, Sébastien, Nicolas, je sais pas lequel des deux. Je peux répondre déjà peut-être à la place de Nicolas. Nicolas, il commencera par dire est-ce qu'on a des données? Donc, tu veux préciser? Alors, des données, on en a forcément. Maintenant, c'est quel type de données? Est-ce qu'elles sont déjà nettoyées? Enfin, Oui, sur un projet d'IA embarqué, ça commence effectivement par l'IA, donc c'est un peu les mêmes étapes préalables, avoir la donnée en bonne quantité, en bonne qualité, etc. Et après arrive à la question du choix de l'algorithme. Et là on retombe dans la présentation de Sébastien pour le coup, à savoir quel algorithme utiliser pour être capable de l'embarquer dans des cibles par rapport aux contraintes qui sont les nôtres. Mais les premières étapes, oui, ça va être la partie donc, purement IA finalement. donc ça, c'est le rôle du data scientist, c'est ça? Alors, il faut chercher à l'intégrer, il faut faire appel à des ressources extérieures. C'est quoi le conseil par rapport à ça? Intégrer ou sous-traiter, c'est une bonne question. Finalement, nous, dans ce qu'on peut voir dans les échanges avec les entreprises, c'est que les enjeux data science sont pas très élevés finalement. Parce que c'est des algorithmes assez classiques qui, dans la plupart des cas, savent résoudre les problèmes. Encore faut-il avoir l'expertise pour identifier le bon algorithme. Elle est peut-être plus là la difficulté. Mais avec des bonnes données et bien qualifiées, souvent le rôle du conseil data, il se situe à ce niveau-là, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'une des premières questions, c'est pas de se poser la question finalement, est-ce que c'est de l'IA absolument, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Est-ce qu'il n'y a pas des statistiques, des filtres Oui, en fait, c'est pas une question. L'IA, c'est pas une technologie. Donc le problème est réglé d'entrée, en fait. Voilà, c'est très poudre aux yeux. C'est séduisant de signer un projet d'IA, mais dans les faits, on n'utilise pas de technologie d'IA, en fait. Ouais, très bien, merci. Euh, et, et donc en fait, sur les phasages, donc une fois j'ai mes données, je les ai nettoyées, j'ai en fait j'ai identifié les algos. Donc là, c'est combien de temps vous avez dit déjà sur cette période-là? Si on essaye maintenant, à côté des phases, de mettre aussi des temps. Oui, alors obtenir les données, voilà, ça peut être plus ou moins long évidemment. Il y a une phase aussi dont on n'a pas parlé, c'est la partie finalement comprendre le métier, quoi. C'est-à-dire que la donnée va décrire du métier et le data scientist souvent n'est pas du métier qu'on cherche à analyser, donc c'est une étape quand même qui est assez importante pour savoir ce qu'on cherche à extraire. Il y a des métiers qui sont assez complexes finalement, hein. Par exemple la finance, etc. Où même quand on voit les données, c'est assez difficile de comprendre ce qu'on cherche à en faire. Et donc justement, là, il y a deux compétences. Finalement, il y a la compétence du data scientist, il y a la compétence métier, enfin il y a même trois compétences finalement. Il y a la compétence métier, il y a celle aussi de l'embarquer. Comment on fait en fait pour que tout ça en fait se passe bien, pour mettre un peu d'huile dans les rouages? Quels sont les... Je vais répondre à la première question, je vais peut-être passer le micro après, les copains veulent peut-être dire un mot aussi. Nous, en tant que centre de transfert techno, c'est beaucoup des itérations en fait pour entre le métier et les technologues se familiariser avec les contraintes de l'autre, les souhaits de l'un, être capable d'itérer au fil des itérations, mieux comprendre les données, les besoins du métier, et à l'inverse pour le métier, mieux comprendre d'une part les contraintes techno, mais aussi ce que ça peut apporter. Parfois, c'est assez difficile de savoir sur plusieurs problèmes donnés celui qui est trivial à traiter ou celui qui est vraiment plus important. Sur la partie ensuite embarquée, un des Sébastien. Peut-être Sébastien, tu reviendras sur le rôle des CT, oui. Enfin des centres techniques. Oui, sur la partie embarquée, il y a un élément aussi qu'on n'a pas donné, parce que si on parle de système embarqué, en fait, on a beaucoup parlé des données et finalement de la capacité à construire un algo intelligent ou en capacité de donner un résultat. Par contre, dès qu'on parle de système embarqué, finalement, on va parler de plateforme matérielle et donc aussi on va parler de coûts. Je pense que ça, c'est une contrainte aussi à intégrer. C'est-à-dire que si on veut faire un produit, même si on a plein de données, il faut savoir si finalement le matériel qu'on veut produire ou qu'on veut livrer
il sera au bon coup pour traiter la complexité de l'algorithme. Et ça, c'est une donnée aussi, avant de savoir si on peut tout intégrer, etc., c'est toujours pareil. On est vraiment sur le réglage de curseur entre est-ce que je suis capable de faire l'algo, est-ce que je suis capable d'intégrer cet algo dans un système embarqué, et quelle dimension aura mon système embarqué, est-ce qu'il correspond finalement au coût du marché. Et ça, je pense que c'est une contrainte qu'il faut intégrer aussi pour savoir si ne serait-ce répondre à la notion de faisabilité. J'ai un système très complexe, est-ce que je peux le faire en algo? Oui. Si j'ai beaucoup de data, pourquoi pas? Mais est-ce qu'il sera au bon prix? Est-ce que je pourrais le vendre? Peut-être pas. Effectivement, c'est une question importante. Quelles sont les informations qu'il me faut ou qu'il vous faut pour donner ce type de réponse? Parce que je suppose qu'il faut pas aller jusqu'au développement final. Et donc jusqu'où je vais en fait pour simplement déjà savoir si je peux aller plus loin ou pas. Voilà, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, l'histoire des itérations, etc. C'est quand même assez important parce que si on a les données, si on est capable de se projeter sur un algo, on peut se projeter sur une complexité d'intégration dans cet algo et du coup avoir une perception de ce que sera le prix, peut-être même avant de le faire. Mais déjà, il y a ce travail d'analyse initiale qui, à mon avis, est déterminant sur la capacité à faire un produit à la fin, quoi. Et du coup, qui sera au bon prix. D'accord, merci. Peut-être pour revenir aussi tout à l'heure sur un des points que vous aviez abordé, c'est aussi le rôle plutôt le choix de l'architecture entre embarqué, Edge, Cloud. Finalement, quels sont les facteurs qui vont déterminer en fait le choix entre ces différents niveaux de traitement? Alors peut-être il y a les trois, ou il y en a qu'un. Comment en fait je vais faire ce choix-là? Quels sont les critères qui vont guider mon choix? Alors il peut y avoir plusieurs critères, notamment la complexité de l'algorithme. Finalement, est-ce que je veux faire un traitement complexe? Si je veux faire un traitement très complexe, peut-être que l'objet final il sera peut-être un peu sous-dimensionné. Et peut-être qu'il faut que je me situe au milieu du slide là, que je mettais, là, au milieu de la gateway, et que je dise, j'ai quelque part mes objets qui ne sont pas très intelligents, qui remontent la donnée, et c'est la gateway qui intègre l'intelligence de l'algorithme. Ou si ce que je cherche est peut-être finalement est assez accessible, je vais le faire redescendre. Il y a la notion de coût, il y a la notion de... il y a plein de critères. Oui, je pense qu'on peut parler de sécurité aussi des données, enfin vous l'aviez un peu évoqué, de confidentialité des données, de sécurité au travers des temps de réponse, etc. C'est primordial. C'est souvent qu'on a des projets où on vient nous demander, par exemple, un des critères, c'est est-ce qu'on est capable de compter le nombre de personnes dans une pièce, etc. Compter le nombre de personnes, c'est pas toujours évident de pouvoir compter sans filmer en fait. Et si on veut filmer et compter, avoir un algorithme assez complexe qui sait déterminer, je sais pas moi, la décoration ou une personne, etc., il faut peut-être un petit peu de capacité de calcul. Donc on aurait tendance à le mettre dans la gateway, mais est-ce que la gateway est accessible sur le réseau? Il y a un certain nombre, ça engendre un certain nombre de contraintes. Oui, ça peut être aussi un critère d'acceptation finalement de l'objet. Complètement. Parce qu'il est moins intrusif, parce qu'on ne va pas remonter l'image, etc. Complètement. Ok. Et par rapport à ça, justement, est-ce qu'il y a des outils qui me permettent en fait finalement d'implémenter l'algorithme au bon niveau? Est-ce que je peux voir en fait si j'ai un système en fait où il y a des calculs embarqués, il y en a dans l'Edge, dans le cloud, est-ce que j'ai des outils qui me permettent d'aborder globalement le projet et de dire après en fait, finalement je mets cet algo là ou je mets cette partie de l'algo dans tel à votre connaissance? C'est une question piège. Hein. Non, en fait, non, mais je peux répondre aussi comme ça. En fait, si on veut un serveur de calcul, on peut le mettre chez soi aussi, ce qui se rapproche un peu du endpoint, et ça ne sera pas du tout embarqué, mais il sera en capacité de traiter un algo très complexe. Non, pour être plus sérieux, je pense qu'il faut voir la problématique dans son ensemble, et après... La chance qu'on a quand on fait des systèmes embarqués ou de l'électronique, finalement, c'est qu'on a une panoplie de possibilités. Et donc, même si on a besoin de beaucoup de puissance de calcul, on va trouver des solutions, mais qui engendreront des contraintes sur la consommation ou alors sur le prix d'achat du système lui-même. Mais on trouvera probablement une solution, en tout cas. Voilà, donc, je pense que c'est l'ensemble des paramètres qui permettent de définir où est-ce qu'on place le système, sans parler des problèmes de vie privée ou autre. Et après, justement, je reviens à mes questions, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est un peu manuel quand même. En fait, on va compiler pour l'embarquer, on va plutôt compiler pour le Edge, et puis on va plutôt développer après sur le cloud. On n'a pas une solution globale, une approche globale. Enfin, à part sur les outils de très haut niveau, type Google, mais... non. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est sur TensorFlow. Si, en fait,
on va compiler pour une cible, pour une architecture. Et cette architecture, ensuite, elle peut avoir divers supports. Elle peut être dans une gateway ou elle peut être, par exemple, si on prend le téléphone portable, finalement, déjà, lui, il a une capacité de calcul qui est assez importante comparativement à un capteur de température ou même à une montre connectée, une petite montre connectée, on va dire. Et donc, finalement, comment dire, le côté automatique, non, c'est pas vraiment possible parce que c'est vraiment l'ensemble du problème. Et c'est l'algo qui déterminera le type de cible finalement et du coup là où on peut le mettre. D'accord, merci. Autre question sur les aspects techniques. J'ai un peu posé cette question à ST tout à l'heure. La cible aujourd'hui de composants sur lesquels on peut en fait finalement implémenter des algos d'IA, c'est quoi? On peut faire sur du 8 bits, on peut plutôt du 32? Oui, alors la plupart des microcontrôleurs sont 32 bits maintenant et ont des capacités de calcul qui sont assez importantes et du coup on peut déjà faire des choses. Après, tous les travaux qui sont en cours chez ST ou chez d'autres, etc., tendent à mettre des périphériques. Donc, dans les microcontrôleurs, c'est l'avantage des microcontrôleurs. On va avoir des périphériques qui vont permettre de gérer un certain nombre d'entrées-sorties spécifiques, en fait. Et de plus en plus, ils vont vers implanter des périphériques qui seront des accélérateurs permettant d'améliorer le traitement. Et il y a tous les outils dont on a parlé, je pense qu'ils permettent aujourd'hui d'utiliser les solutions actuelles, mais il faut quand même être en veille parce que petit à petit, on va progresser dans ce domaine-là et on arrivera à être plus performant, je pense. Oui, aujourd'hui, on a des ressources spécifiques qui sont intégrées pour implémenter des réseaux de neurones, par exemple, qui sont déjà dans les... Oui, ça existe déjà, mais pas forcément dans les composants qu'on va retrouver le plus facilement. Par exemple, ST, quand ils en parlaient, etc., tout à l'heure, le portfolio qu'ils présentaient, il n'y a pas forcément d'accélérateur de neurones directement. Par contre, ils ont tout un outil qui permet d'utiliser les composants actuels. D'accord. Je reviens sur l'aspect compétences. Aujourd'hui, avec les outils que vous avez présentés tout à l'heure, on va dire que n'importe quel développeur sur microcontrôleur peut aller vers ce type de développement, où il y a une certaine formation, une certaine expérience à acquérir. Je peux faire une partie de réponse. Je pense que la partie data science aussi est importante. Moi, dans mon équipe, ce que je vois, j'ai des profils qui font du hardware et des gens qui font du logiciel embarqué. Et tous ces outils-là, ils permettent d'avoir de pouvoir intégrer des réseaux intelligents. Mais par contre, si on veut de la performance, etc., je pense que c'est important aussi de comprendre ce qu'on fait. Et pour comprendre ce qu'on fait, il faut avoir cette culture aussi de l'algorithme ou même des mathématiques, de pouvoir anticiper. Peut-être que Nicolas pourrait être plus précis sur ces sujets-là, mais rapidement aussi, même quand on fait des entraînements d'algo, en fait, on peut se tromper. On pense qu'on a convergé, en fait, on a surappris. Et vu qu'on a surappris, on sait reconnaître un truc, mais qui n'est pas forcément celui qu'on cherche. Et ça, si on n'a pas de recul, on peut rapidement ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Je ne sais pas si tu veux compléter, Nico. Peut-être Nicolas pour réagir tout à l'heure. Je réagis sur ce que vous disiez, en fait, de ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un risque aussi de ne pas comprendre pourquoi ça marche, l'IA? Oui, mais à ce moment-là, c'est bien. C'est pas grave. D'accord, ok. Non, mais oui, alors... c'est ça. Si on doit faire la preuve, c'est un peu plus embêtant. Alors, au CATI aussi, on a un troisième grand sujet. Hein. On a la data dans une équipe, la partie système embarqué dans une autre équipe, et on a aussi la partie facteur humain qui s'occupe justement d'un certain nombre d'aspects, l'acceptation des technologies, l'acceptation de l'IA aussi, de la capacité aussi à accepter que des décisions complexes ne soient pas comprises. C'est un vrai enjeu, l'explicabilité de l'IA, etc. Et c'est un vrai enjeu qui est de plus en plus prégnant, et sur les voitures autonomes notamment. En médecine aussi, c'est un véritable enjeu, en fait, d'expliquer le diagnostic. Évidemment. Donc ça, c'est un vrai enjeu de la recherche en fait dans ce domaine-là, effectivement. Oui. On touche un sujet effectivement de la latence dans lesquelles les nouveaux marchés de l'IA vont se développer. Et effectivement, quand on touche des sujets comme la médecine ou même des architectures de villes, par exemple, avec des infrastructures critiques, derrière, reposer des schémas de décision sur des IA, derrière, ça a des enjeux
assurantiel, en fait, complexe, sur lequel effectivement l'IA, on va atteindre des problématiques de la preuve, en fait, de la décision, et puis remonter en fait les niveaux de responsabilité associés. Tout ça reposant sur des jeux de données. Moi, quand on évoquait tout à l'heure la donnée, le premier départ, c'est qu'est-ce qu'une bonne donnée, en fait. Parce que je pense que beaucoup de personnes génèrent de la donnée, mais c'est pas nécessairement des bonnes données. Donc il y a un sujet au départ pour pouvoir alimenter une IA avec des bonnes datas, quoi. Tout à fait, merci. C'est tout le débat des biais de l'IA, en fait, liés aux jeux de données qu'on alimente au départ. Le jeu de données, la preuve aussi, en fait, il y a des vrais travaux de recherche actuellement en fait, sur ça, sur l'explicabilité, effectivement, comme vous le disiez. Nicolas, pour compléter peut-être la réponse de Sébastien tout à l'heure. Oui, il y a plein de trucs à dire. Donc, sur les biais, d'abord, en fait, l'IA va se comporter comme on lui a appris à se comporter, quoi, comme un enfant sage. Donc, effectivement, si on l'entraîne avec des biais, elle aura des biais. Mais effectivement, qu'est-ce qui représente la vérité? En fait, l'IA va juste reproduire les comportements qu'elle a pu voir dans le passé, y compris les erreurs. Donc, en fait, des fois, une IA qu'on pense se tromper, finalement, elle fait ce qui est attendu, finalement, ce pourquoi on l'a entraîné. Donc, ça, c'est assez intéressant, déjà, dans un premier temps. Et après, oui, sur la question de l'explicabilité, on est face à des... Alors, comme on l'a dit, l'IA, il y a des choses qui sont, comme par exemple l'arbre de décision, qui sont déterministes. Donc, en fait, c'est assez facile à expliquer. Par quelle branche je suis passé dans l'arbre et donc comment j'arrive à cette conclusion. Voilà, c'est quelque chose qu'on arrive à comprendre. Maintenant, quand on est face à des systèmes statistiques, on dit juste, parce qu'il y a une masse de données, on est dans un cas où, finalement, statistiquement, on est plus proche de ce groupe. Notamment avec des approches de type réseaux neuronaux, etc., avec cette approche magique. On sait que globalement, il a raison, le système, mais localement, est-ce qu'il a raison sur un cas précis? C'est pas certain. Sur un diagnostic médical, ça peut être très grave. Donc on peut être capable de sauver la majorité des gens, mais lui, pas de bol, on le sauve pas. Et d'expliquer la notion d'explicabilité par rapport à ce genre d'approche, c'est finalement assez décalé, quoi. Jusque-là, c'est la description d'un médecin. Oui, alors après il y a des études qui disent que les médecins ont tendance plutôt à comparer à des IA, justement sur des diagnostics, à faire plus juste sur du local, mais plus faux sur le global, contrairement à une IA. Ouais. Alors ça dépend ce qu'on vise, on ne peut pas être performant sur les deux. Bon, chacun fait son choix, mais en tout cas sur l'IA, et sur des approches de type réseau neuronaux, il y a une limite assez claire à l'explicabilité, vu qu'on est face à des systèmes statistiques et on sait par définition qu'ils se trompent sur des aspects. Et donc l'explication, à part dire sur l'ensemble de dimensions, c'est là où on va plutôt se placer en termes de classe, c'est difficile de faire plus juste. Et donc si on cherche à prouver au sens scientifique, preuve formelle, etc., le système, on doit retomber sur des approches déterministes, type système expert, type art de décision, ifs and else, et donc savoir qu'on est passé par ces étapes-là. Sinon, on accepte aussi le fait de passer par les statistiques, et boum, ce qu'on appelle la boîte noire, du deep learning ou du machine learning, hop, et puis il y a quelque chose qui ressort. Et voilà. Donc c'est pour ça que, en tout cas pour moi, plus que l'explicabilité, c'est l'acceptabilité, du système qui est de confiance, qu'on a cherché à prouver de manière indirecte, dans des comportements différents, mais on n'arrivera jamais à le décrire d'une manière précise, précisément parce que le deep learning, il y a cette partie magique qu'on cherche aussi et qui donne ses performances. On ne peut pas tout avoir, quelque part. Par rapport à ça, on peut parler de fiabilité ou en IA ou pas avec des algos IA? Oui, alors fiable, est-ce que c'est... Sûreté de fonctionnement, il y a des systèmes de sûreté de fonctionnement qui sont basés sur l'IA? Oui, ça dépend comment on le définit en fait. Fiable, ça peut pas être explicable. Par contre, fiable, c'est si dans un environnement contrôlé, sur des cas d'exemple, se comporte de manière récurrente. Là, c'est des choses vers lesquelles on peut tendre, oui. Mais est-ce que demain, je pourrais développer un autopilote d'avion, par exemple, sur base d'IA, et apporter la preuve formelle que dans telle situation qu'il aura peut-être moins d'accidents qu'un pilote humain, oui, mais qu'il en aura aucun. Voilà, c'est assez provoque, mais les statistiques, en fait, c'est notamment les systèmes d'IA, on a la certitude que sur un pourcentage de cas, ils ont faux. Et donc, c'est cet aspect qui est intéressant, C'est-à-dire que le système qui marche à 100%, en fait, ou alors il est surentraîné, comme on l'appelle, ou alors c'est pas statistique. Mais si on le généralise dans la majorité des cas, il fait juste, Donc, si on est capable d'accepter, il y a un avion sur 1 million qui s'écrase, est-ce que ça, c'est fiable ? Voilà, mais il faut aussi comparer à ce qu'on a aujourd'hui. C'est le même débat sur les voitures autonomes, finalement. Oui, tout à fait, oui. Très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être oui. Allez-y, je laisse le micro. Donc bonjour, merci pour cet après-midi. Donc moi je comprends bien l'intérêt de l'IA sur la maintenance prédictive. Ça marche bien, puis on l'a développé depuis longtemps. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le facteur humain.
et le facteur humain, et en particulier, on va avoir des élections en 2022. Il y a des instituts de sondage qui se trompent assez souvent, et puis de toute façon qui annoncent des marges d'erreur de 3 à 5% de toute façon a priori. Alors moi je m'étais laissé dire que quand il y a eu le vote sur le Brexit, l'IA avait donné le bon résultat, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas le non. Et donc est-ce que vous, dans votre société, là, vous travaillez sur cette question-là, sachant que vous avez des capteurs qui sont les réseaux sociaux, hein, et qui pourraient vous donner des tendances, en tout cas assez sensibles. Donc est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse ou alors pas du tout? Alors ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est aujourd'hui on dit qu'il nous manque beaucoup de recrutement, c'est difficile de recruter. Est-ce que l'IA peut être une des solutions pour justement faire du sourcing toujours sur les réseaux sociaux et puis pour pouvoir aider au recrutement? Merci. Alors je vais répondre à la seconde question. D'accord, mais mes collègues ont l'air particulièrement intéressés pour y répondre, n'est-ce pas? Sur la deuxième question, c'est un cas assez intéressant finalement qui peut permettre d'accélérer, donc c'est un sujet qui m'intéresse moi pour le coup, les aspects RH et sourcing avec de l'IA, qui permet d'accélérer les recrutements ou en tout cas le sourcing, pour la recherche de mots-clés, ce genre de choses, ou de profils, de champs sémantiques associés à des postes, etc. Donc c'est assez intéressant. Par contre, ce qui a été prouvé, c'est comme souvent avec des systèmes d'IA ou des systèmes numériques, ça a tendance à resserrer finalement les profils qui vont pouvoir être identifiés par rapport à une offre, etc. Et d'une certaine manière, même si on a plus de candidats, ça va appauvrir un peu la possibilité de trouver des candidats qui peuvent avoir un profil singulier, qui sont adaptés au poste, mais pas forcément clairement alignés, et qui peuvent être plus performants, etc. Donc ça passe par les expériences précédentes, ou parce que finalement un ordinateur, même s'il a une IA assez avancée et assez bête, il va rester dans les champs sémantiques et peut-être dans les métiers, dans les autres. Il y a plusieurs façons d'exprimer une même compétence, qu'elle soit technique ou plutôt soft skills, etc. Donc c'est une bonne approche, mais il faut connaître les limites, je pense. C'est-à-dire de savoir que c'est un moteur au sens premier qui permet d'accélérer les choses, mais qui ferme pas mal de choses comparé à une approche, à un sourcing plus humain, quoi, qui va s'intéresser et être capable de qualifier même inconsciemment un candidat de manière plus large, quoi. Il y a cette approche un peu naïve au sens idiote d'un ordinateur. Et plus sérieusement, sur la première question, nous on n'a pas travaillé sur ces sujets côté Cathy. J'avais lu ce genre de choses sur le Brexit, sur les tendances sur les réseaux sociaux, etc. Alors après, finalement, ça ramène le débat, est-ce que les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut en extraire, est plus fiable que les instituts de sondage? Je pense qu'il y a débat, ça dépend des cas, etc. Mais je pense qu'il y a une vraie pertinence de pouvoir lire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais j'invite mes collègues. Oui, c'est 1000, oui. Oui. Oui, mais enfin, c'est pareil, l'activité sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle est représentative finalement du comportement électoral? C'est une autre question. Donc là, on sort un peu du champ de l'IA et on arrive sur la question de la représentativité. Donc les instituts de sondage ont un travail assez sérieux sur la représentativité, sur les classes socio-professionnelles, sur les classes d'âge, etc., etc. Mais il y a toujours une limite, c'est-à-dire 1000 personnes, c'est assez faible. On fait de l'inférence, c'est-à-dire on se projette, on dit 6000 personnes, il y a cette proportion. Boum, ça va nous projeter sur 80 millions de personnes. Voilà, il y a un peu d'inexactitude. Après, sur les réseaux sociaux, je pense que voilà, il y a des catégories socio-professionnelles ou des classes d'électeurs qui sont complètement absents, ce qui va avoir tendance à faire grossir la proportion des gens qui sont beaucoup plus présents, notamment les extrémistes, etc. Enfin voilà, moi, je vais pas de. Donc voilà, en tout cas, il y a un vrai travail de collecte de données, de représentativité, et en ça, je pense que approcher à travers les réseaux sociaux, c'est un peu partiel. J'ai pas lu l'étude dont vous parlez, mais voilà, c'est possible qu'ils soient tombés sur le chiffre par chance, ou qu'ils se soient un peu promus, etc. Voilà. En tout cas, j'ai tendance à plus faire confiance aux idées d'analyse avec des instituts de sondage sérieux, qui font ça depuis des années, que ce qui peut émerger sur les réseaux sociaux, vu que tout le monde peut s'exprimer, et certains pas du tout, quoi. Voilà. C'est juste un avis personnel, nous on n'a pas fait de travaux là-dessus, quoi. Alors, oui. Après, il faut revenir sur l'ADN de nos centres techniques, qui sont des centres techniques industriels. Nos clients ne sont pas ni instituts de sondage, ni hommes politiques, ni
parieurs ou investisseurs, que sais-je. Nos clients sont des industriels qui sont des PME et qui s'interrogent sur le champ d'usage des technologies pour améliorer leur productivité ou leur performance de produits ou de services. Et nous, notre job en tant que centre technique là-dedans, c'est face au brouillard technologique qui a été décrit aussi aujourd'hui et à la multiplicité des choix, essayer de les guider de façon la plus efficace possible sur les solutions les plus justes en fonction de leurs besoins. Donc tout part de la description de l'usage, ça a été évoqué. Tous les usages sont singuliers, sont différents. Il n'y a pas une solution qui colle à 30 industriels. Et à chaque fois, on est dans un exercice d'optimisation à partir de notre champ de connaissances qui a la vertu d'être neutre, puisqu'on agit vraiment comme des tiers de confiance. Voilà, on n'a pas de solution a priori à vendre. Et c'est ça notre fonction au sein de la supply chain, quoi. Alors c'est aussi, en fait, si nous on n'a pas la réponse, et éventuellement de vous mettre en relation aussi avec des experts justement de l'IA, n'hésitez pas, on pourra en discuter. Je pense qu'il y a des agences, des data scientists qui peuvent tout à fait travailler sur ces questions-là, qui se rapprochent finalement d'autres domaines comme je sais pas, le marketing par exemple, où on va traiter aussi des sources variées, y compris sur les informations sur les réseaux sociaux et sur des sources de données ouvertes. Peut-être en conclusion, messieurs, si on peut revenir justement sur le rôle des centres techniques et de deux centres techniques en guise de conclusion, notamment par rapport à ces domaines. Oui, c'est ce que j'évoquais. Globalement, c'est un truc qu'on va partager avec le CATI et WeNetwork. Notre sujet, c'est d'accélérer, c'est de sécuriser les projets des industriels, c'est de les amener le plus vite possible vers des solutions pérennes, mais industrialisables en France autant que possible. Et c'est là où on intervient effectivement sur un terrain de jeu technologique qui est quand même relativement indigeste pour le commun des mortels, on va dire, ou en tout cas pour les non-spécialistes. Et notre sujet, c'est de donner du sens à tout ça, quoi, en partant toujours et systématiquement du cas d'usage, du besoin qui doit être questionné initialement, parce que de ce questionnement-là initial, finalement, il y a X routes possibles, on l'a dit, hein, on peut tout faire avec la technologie aujourd'hui. Par contre, la solution optimale, en fonction du cas d'usage, elle se joue entre 2-3 approches grand maximum. Ça. Il faut être capable de faire le filtre et de faire l'entonnoir, quoi. Et ça, c'est notre job. Merci Sébastien. Nicolas, Sébastien. Tu veux faire? Non, c'était très bien décrit. Je rajouterais plus la complémentarité avec les labos aussi, donc dans la continuité des échelles là, de maturité technologique. Sinon, merci Sébastien pour cette description dans laquelle on se retrouve aussi. Merci. Bruno, peut-être un mot pour conclure? Oui. Bernard, pardon. Bruno, Bernard. Excuse-moi. Oui, alors moi je suis le directeur du CATI, hein, donc je suis le responsable de l'entité de Nicolas et de Sébastien. Non, mais tout a été dit. Alors peut-être le CATI a la particularité du sujet du numérique et de la transformation numérique qui touche les entreprises, mais pas que. Donc nous on est aussi impliqués avec les gens du marché du numérique, donc des gens qui travaillent sur l'informatique, sur l'embarqué, mais aussi sur tous ceux qui vont avoir besoin, et ça peut être toute entreprise, d'utiliser les technologies numériques pour se transformer. Enfin, je veux dire, ça peut être toute entreprise, c'est toutes les entreprises en fait, parce que c'est quelque chose qui touche tous les marchés. Donc on a aussi cette particularité au CATI, et c'est pour ça qu'on a trois équipes, dont celle du facteur humain qui n'est pas présente là. Et le facteur humain, c'est bien au cœur de la transformation numérique, et on a parlé d'acceptabilité. C'est vraiment au cœur de ça, et on veut aussi éviter le techno-push, parce que les technophiles que nous sommes inventent des solutions très technologiques, mais qui parfois oublient qu'il y a des utilisateurs qui sont derrière, et les solutions où on met l'humain au début de la conception et du besoin, et on vérifie tout au long du projet que ce besoin est bien accepté, enfin ce besoin s'est transformé en produit, en solution qui est bien accepté par l'utilisateur. Voilà, c'est aussi un sujet que je pourrais rajouter à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Merci. Merci à tous pour cette conclusion. Merci pour cet après-midi. Bravo à tous.